19h, entre chien et loup. La ville s'enveloppe d'une ambiance feutrée. Vous vous tenez devant une discrète porte semblable à tant d'autres. Seules quelques vibrations profondes trahissent l'effervescence enfouie en ces lieux. Vous vous lancez et toquez. En un instant, vous voici dans un grand hall sombre. L'ambiance se fait plus présente. Les pulsations deviennent les contours d'une musique sur laquelle se mêle le bourdonnement de conversations animées. Devant vous se tiennent quelques personnes qui vous observent. Vous déclinez votre identité et vous présentez brièvement. Après une concertation, l'un d'eux se retourne vers vous et acquiesce de la tête. Vous êtes validé. On vous dirige alors le long de ce grand hall. Les sons se font plus précis. Vous distinguez des timbres de voix de femmes, d'hommes qui de concert se plaisent à rire. On vous ouvre alors la dernière porte. Vous êtes à la taverne des Braves. C'est dans une ambiance chaleureuse et lumineuse que se mélangent une musique enjouée et des conversations aux tonalités souriantes. Autour des tables, on se souvient, on se découvre, on rigole, on débat, on vit. Chaque regard que vous croisez vous accueille d'un large sourire. Vous vous sentez chez vous. Au fond de la pièce, l'éternel groupe de ceux qui restent debout discute hardiment des sujets qui leur passent par la tête. Ça se chamaille, ça se taquine, ça rigole, ça raconte des histoires qui n'ont aucun sens. Le tout dans des joutes verbales anarchiques et joyeuses. Soudain, le calme se fait. Les conversations tournent au murmure. De l'autre côté du zinc surgissent les barman hissant fièrement leurs potions. La taverne exulte. Vous vous installez sur une chaise haute et regardez ces serveurs jongler avec les mots et préparer des cocktails de thèmes enjoués et enivrants. La soirée peut enfin commencer. Vous êtes au comptoir des Braves. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Entrez donc et venez vous accouder à ce comptoir où tant d'histoires ont déjà été contées. Venez comme vous êtes, braves vérifiés, certifiés, mécènes. Mais bien sûr, et comme toujours, la porte reste ouverte à l'auditeur de passage, celui qui est entré par curiosité. 5e comptoir déjà. Et j'ai envie de dire, le temps passe, mais la flamme, elle reste intacte. Asseyez-vous donc, accoudez-vous au zinc et venez profiter de notre menu du jour. Je suis Ambrose et pour cette émission, j'ai le plaisir de vous présenter un petit nouveau et un inénarrable duo. À mes côtés donc, je vous présente le dernier arrivé dans l'équipe. Il va par plusieurs surnoms. Eu égard à un fait d'armes remarqué, il a eu un temps été surnommé du chasseur. Mais c'est bien sous le nom de Duchassis que nous le connaissons. Salutations à toi l'ami, comment vas-tu ? Merci beaucoup Ambrose pour cette introduction. Je vois que ma réputation me précède. Écoute, ça va bien, j'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien et très très heureux de t'avoir parmi nous. Et voilà, et puis bon, j'ai été témoin de cet adoubement avec ce Par le surnom. chef. Oui. Donc du coup, je ne pouvais pas ne pas le souligner. Eh bien écoute, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et puis donc, j'ai aussi envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre pour le duo que je vais vous présenter, car une fois de plus, la rubrique du premier sera harmonieusement complétée par le deuxième. Bonsoir à vous deux, Alphonse et Baptiste. Bonsoir. Coucou. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça a Ça moyennement va. parce que, en fait, au début de l'émission, tu as dit bonjour et après, tu nous as dit bonsoir et je n'ai pas compris. Je suis totalement désorienté. C'est Dans parce le qu'on est lore entre- de l'émission. On est entre chien et loup en fait, et donc c'est un moment de bascule. Et au moment où j'ai commencé à parler, effectivement, il était encore jour, et puis là d'un seul coup... Bam, c'est- la nuit. Je vois. Exactement, ça se passe comme Maintenant ça. que tu as expliqué, je vais vraiment très très bien. Merci. Eh ben Ambrose. écoute, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Et Alphonse, comment vas-tu ? Ça va. J'étais en préparation de cette émission. Très bien. Et te connaissant, c'était de manière très... comment dire ? Structurée. Très méthodique.
méthodique. Bah, disons Ouais, qu'il écoutez, s'y en est tout pris à cas, l'avance. Oui. voilà, exactement. Mais alors, avant toute chose, je me permets de rappeler que si le concept de Brave vous intrigue, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à vous rendre sur nos différents réseaux sociaux pour en savoir plus. Alors, tout d'abord, nous avons le site officiel qui est www.lesbraves.org, LESBRAVES. Pour suivre l'actualité de la communauté, vous pouvez rejoindre le canal Telegram des Braves, t.me/lesbraves, tout attaché et au pluriel, où il n'y a pas seulement que de l'actualité. De temps en temps, vous pourrez voir apparaître une petite émission en direct. C'est pour ça qu'il faut nous suivre régulièrement. Et bien sûr, il y a la chaîne YouTube des Braves, youtube.com/lesbraves, tout attaché. Petite nouveauté aussi à préciser, si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre à cette adresse qui est www.lesbraves.org/soutien, SOUTIEN tout simplement. En plus de votre don, déjà fort apprécié, vous pourrez également y laisser un message qui pourra être lu lors de la prochaine émission, si vous le souhaitez. Alors, si tout le monde est prêt, eh bien, je pense que nous pouvons commencer. Êtes-vous prêts, les amis ? Oui. Oui. Scout, toujours prêt. Superbe. Si je vous dis qu'au fin fond de l'univers se terre une mystérieuse présence indicible qui rend fous les scientifiques qui tentent de l'observer, vous allez penser que je vais encore vous faire un top de mes films d'horreur cosmique préférés. Eh bien non. Et c'est vers notre petit nouveau que je vais me retourner. Mon cher Duchâssis, parle-nous de ce mystère ténébreux caché dans notre univers. Eh bien, merci mon cher Ambrose. Alors effectivement, ce soir, je vais vous parler de la matière noire. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière noire finalement, vous allez me dire ? Eh bien, je pourrais vous répondre très honnêtement, voilà, les yeux dans les yeux. Finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est. Voilà, fin de l'émission. Voilà, c'était... Mais... Merci de nous avoir, d'avoir ajouté ta pierre à l'édifice du questionnement qu'est la matière noire. Mais bon, plus sérieusement, comment est-ce qu'on définit finalement la matière noire ? Alors la matière noire, donc, matière pour une masse, donc, c'est-à-dire voilà, de la matière qui a de la masse, et noir pour qui n'émet pas de rayonnement. Donc à la fois du rayonnement visible et invisible, donc ultraviolet et infrarouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de l'objet en lui-même, la matière noire, c'est également en fait un concept qui a été introduit en astrophysique dans les années 1970, en fait, afin de combler un manque dans les modèles théoriques finalement de la gravitation classique, donc newtonienne. Oui, c'est ce que j'avais compris. Ouais. C'est-à-dire que en fait, il se passait quelque chose qu'on ne comprenait pas, et en fait, pour que ce soit logique ce qui se passe, on a entre guillemets créé. En fait, on a nommé matière noire ce qui était. C'est bien ça. Ouais, alors je vais recommencer par la définition. En fait, du coup, c'est une masse en fait qui n'émet pas de rayonnement et qui n'est donc pas détectable, pas visible. Et du coup, vous allez me poser une question légitime qui est, du coup, comment est-ce qu'on sait que ça existe finalement vu qu'on ne peut pas l'observer ? C'est une très bonne question. Mais avant ça, je vais quand même répondre à la question qui vous brûle les lèvres également, c'est-à-dire en fait, vous êtes en train de vous demander, oui, mais voilà, Duchâssis, à quoi ça sert finalement la matière noire ? Parce que je la bois pas dans mon café tous les matins, je la rencontre pas, voilà, en allant dans le métro au boulot tous les matins. Voilà, Alors, en quoi elle interagit avec nous au quotidien, cette fameuse matière noire ? Où est-elle ? Comment voilà, est-ce qu'on peut... où est-elle ? Que fait-elle ? En fait, c'est surtout pour votre culture. Enfin, c'est de la culture générale. Alors effectivement, pour le moment, il y a évidemment aucune application dans la vie de tous les jours, mais ça va surtout être de la culture générale, et je sais que nos auditeurs en sont friands puisque voilà, nous sommes des gens curieux et ouverts d'esprit, n'est-ce pas ? Alors du coup, comment est-ce que je pourrais introduire ça ? Le saviez-vous que la matière ordinaire, ce qu'on appelle la matière baryonique, en fait, c'est-à-dire vous et moi, celles et ceux, finalement l'entièreté de la planète Terre, même le Soleil et l'entièreté des étoiles qu'on peut observer dans l'univers, toute cette matière, toute cette masse, en fait, ne représenterait, j'utilise quand même le conditionnel, ne représenterait que 5% de la masse totale de l'univers. Tout le reste donc, serait composé à 25%, donc un quart de
la dite matière noire est à 70% de l'énergie sombre, appelée aussi énergie noire. Donc j'ai arrondi les pourcentages, vous en doutez bien. Alors Mais attends, en deux gros- petites secondes, parce que là, tu nous as balancé des pourcents. Donc, pour reprendre, tu disais, donc 5%, c'est l'univers La- observable. Voilà, c'est ça, la matière ordinaire. Ok. Ensuite, il a dit peu ou prou 20%, 25% de matière Voilà. noire. 25% de matière noire. Et donc, comme 5 plus 25, ça ne fait absolument pas 100, le reste, c'est l'énergie sombre, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors en fait, ça va être un concept qui est à part de la matière noire et en fait qui va expliquer l'expansion de l'univers. Voilà, parce que je vous l'apprends si vous ne le saviez pas, l'univers non seulement est en expansion, mais il est également en accélération de son expansion. C'est le fameux redshift, non? C'est ça? Le décalage Alors- vers le rouge. Alors oui. Enfin, c'est un effet secondaire si tu veux. Ça s'appelle l'effet Doppler d'ailleurs. Il y a blue shift quand on ralentit et red shift quand on accélère. L'effet Doppler en plus qu'on connaît bien nous en son. Oui, tout à fait. C'est le même principe finalement qui s'applique, mais cette fois-ci à la lumière, puisque c'est des longueurs d'onde. Donc effectivement, donc l'énergie sombre, c'est ce qui va expliquer en fait l'expansion de l'univers. Donc voilà, l'univers qui est en croissance, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas pousser le bouchon plus loin, mais voilà, si vous voulez vous renseigner un peu plus, j'ai écrit un article là-dessus sur le site de Daniel Conversano. Excellent concernant article d'ailleurs. Excellent article. Merci, Je le merci. recommande. Concernant justement la notion de croissance et de décroissance, voilà. Donc finalement, l'univers qui est lui-même en croissance, finalement, il n'y a qu'un pas pour dire que le sens de la vie, c'est la croissance également. Enfin voilà, tout ceci est logique et cohérent, mais on va Voilà, pas. à l'instar de s'étendre sur le l'univers, sujet. on s'éloigne là, on s'éloigne du. Exact. Oh, C'est loin très du bien, sujet. très bien. Bravo. Merci pour ce recadrage. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'objet d'un de mes travaux universitaires qui s'intitule sobrement Comment une observation de la Voie lactée et ses interprétations permettent-elles d'émettre le concept de matière noire? On a travaillé donc dessus selon le plan suivant. Donc dans une première partie, en fait, on calcule la vitesse théorique des branches de la Voie lactée, vitesse de rotation. Ensuite, on va faire dans un second temps une observation empirique de cette vitesse de rotation réelle. Et ensuite, on va confronter en fait les résultats avec la théorie. Et puis, c'est ce qui va en fait nous permettre d'introduire le concept de matière noire. Et vous allez voir, ça va vous paraître tout à fait clair. Alors du coup, nos travaux se sont grandement inspirés en fait d'une première observation donc, qui a été faite par l'astrophysicien Fritz Vicky, donc de Suisse de son état, en 1933. Mais comme je disais en introduction, le concept de matière noire a pris vraiment de l'ampleur, a été considéré, si vous voulez, à sa juste valeur qu'en 1970, parce qu'à l'époque, en fait, les instruments de mesure n'étaient pas encore assez précis, donc il y avait une énorme incertitude sur les mesures, ce qui fait que voilà, ça rendait les conclusions de Fritz pas très vérifiables. Surtout vu qu'il y avait un gap entre la théorie et ce qui était observé, on avait plutôt tendance à voir avec méfiance ces résultats. Donc première partie, on calcule, en fait, on va considérer, si vous voulez, que la Voie lactée est un disque, donc qui est quand même très épais, mais par un souci de simplification, on va travailler en 2D. Donc la Voie lactée a des branches qui vont tourner autour d'un noyau galactique. Et ce que nous dit la loi de la gravitation universelle, celle de Newton, qui est un petit peu vieille maintenant et qui n'a jamais été remise en cause, même à l'échelle du système solaire jusqu'à maintenant. Donc cette loi universelle de la gravitation postule que pour échapper à l'attraction d'un corps, le second corps doit avoir une certaine vitesse pour qu'il puisse justement s'échapper à l'attraction de la planète. Donc je vais prendre un exemple très simple qui va vous parler. Vous avez la planète Terre et vous avez la Lune. Normalement, la Lune est censée tomber sur la Terre. Et en fait, vous n'avez pas tort, en théorie, c'est ce qu'elle fait continuellement. En fait, elle tombe éternellement sur la Terre, simplement grâce à sa vitesse de rotation, sa vitesse radiale finalement. Eh bien, elle va tourner autour, elle va rester en orbite stationnaire. Oui, mais c'est ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait pour les satellites et tout ça en fait. Exactement. Ils chutent, mais voilà, avec la vitesse et d'énormes calculs mathématiques. Des calculs d'un autre niveau où il n'y a même pas un chiffre mais que des lettres.
on arrive à lancer les satellites. C'est fascinant ce genre de choses de se dire, bon bah voilà, c'est en chute perpétuelle, mais bon, par rapport à énormément de paramètres, ça effectue une rotation. Oui, donc effectivement, on a cette vitesse théorique qui est prédit donc par les modèles de la gravitation universelle, mais qui s'applique en fait à toutes les échelles. Également à l'échelle de la Voie lactée, donc vous avez les étoiles qui composent les bras galactiques, qui vont en fait tourner autour du noyau galactique et qui, si on veut qu'elles ne tombent pas vers le centre, eh bien elles ont besoin d'avoir une certaine vitesse. Ouais, je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est pas par l'aspect insaisissable de la matière noire que Fritz s'est énervé, qu'il a écrit la chanson Ça m'énerve? Ah, Alors, ouais. Fritz, il s'appelle Fritz, celui qui a fait la chanson Ça m'énerve. Et ouais, Helmut Helmut Fritz. Ouais, Ah, pas mal, d'accord, bonne d'accord. référence. Alors, eh bien, moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tour de table pour noter cette blague. Alphonse. J'aime bien Helmut Fritz. Ça m'est arrivé de l'écouter même Ouais. récemment. Et je sais qu'il est devenu kikou anti-vax. Non, c'est anti-Covid. juste une note qu'on te demande, c'est juste une note. Et moi, je donne ma culture. Et donc, il a refait la musique Ça m'énerve, mais pour parler du confinement. Mon Dieu. Confine à Bien. la folie. Bon. D'accord. Très bien. Et ben, devant, on va dire devant cette, je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas. Tu quoi veux de la dire. culture. Je propose vraiment, que l'on coupe cette blague. Ouais, je ne Ok. comprends pas. Une blague aussi drôle ne va pas arriver au Final Cut. Mais si, t'inquiète pas. Allez, continuons. On Oui, s'écarte. donc du coup, effectivement, plus on va avoir une planète qui va être proche du noyau galactique, plus on s'attend à ce que sa vitesse de rotation soit élevée. Et inversement, plus on s'éloigne, plus cette vitesse de rotation va être faible. Alors du coup, on embraye sur les observations. Donc du coup, on a pu, moi et mon équipe, on a pu louer un radiotélescope qu'on a pu contrôler à distance pendant une petite heure. Et du coup, on a pu prendre des points comme ça et faire nos calculs pour mesurer la vitesse observable. Alors effectivement, dans les calculs, il faut prendre en compte le fameux effet Doppler dont tu parlais. Et puis là, il faut prendre en compte aussi le fait que la Terre bouge aussi. Donc ça rendait un petit peu le... Oui. Peut-être pour rappeler ce qu'est l'effet Doppler, on peut en donner l'image classique voilà, pour expliquer, parce qu'on a name-droppé l'effet Doppler. Oui, Mais voilà, juste pour expliquer, l'effet Doppler, en fait, c'est quand une source se déplace plus rapidement que le son qu'elle émet. Mais là, je parle pour le son. Et le meilleur exemple, c'est quand vous êtes un auditeur fixe et que vous entendez l'ambulance passer à côté de vous. En fait, le son est modifié. En fait, voilà, c'est ça l'effet Doppler. Oui, tout à fait. Et du coup, là, pour que ça s'applique à la lumière, en fait, on va avoir un décalage, donc soit vers le rouge, soit vers le bleu. Donc redshift ou blueshift, puisque les couleurs sont des longueurs d'onde. Voilà, donc le rouge est la longueur d'onde la plus longue, quasiment. Oui, on pourrait dire. Oui, visible, oui. Observable, ouais, c'est ce que je voulais rajouter. Voilà, donc du coup, on a fait nos petits calculs pour les observations. Voilà, il faut s'imaginer un graphique pour chaque étoile. On a tracé les points avec en abscisse donc la distance par rapport au centre de la Voie lactée, et puis en ordonnée donc la vitesse de rotation. Et là, donc du coup, on en arrive à la troisième partie qui est la confrontation finalement des résultats avec la théorie. Les mesures n'étaient pas extrêmement précises, donc finalement, c'était quand même compliqué d'avoir quelque chose de très net, mais on voyait quand même une certaine tendance qui se dégageait, c'est-à-dire que forcément en théorie, donc comme je l'ai expliqué, plus on se rapproche du centre galactique, plus les vitesses sont élevées, et plus on s'en éloigne, plus les vitesses sont faibles. Mais au niveau de ce qu'on observait, en fait, à partir d'un certain moment, qu'on s'éloigne du centre du noyau galactique, eh bien, en fait, on atteint un certain palier en termes de vitesse de rotation, un palier qui reste constant finalement, voire même qui augmente un petit peu. Donc ça, ce sont les observations, et c'est très embêtant, puisque voilà, la science, la pierre angulaire de la science repose sur le fait qu'on puisse reproduire
les expériences, qu'on obtienne toujours le même résultat et que ça corresponde finalement avec la théorie. Donc face à ce problème-là, en fait, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Alors, première possibilité, en fait, c'est de carrément jeter Newton à la poubelle. Bon, ça, c'est pas envisageable pour tous les spécialistes, puisque, comme je l'ai expliqué en introduction, en fait, la loi de gravitation universelle, comme décrite par Newton, c'est quelque chose qui a toujours très bien fonctionné, même à l'échelle du système solaire. Donc voilà. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est finalement la modifier. Donc c'est l'objet de la théorie de monde pour Modified Newtonian Dynamics, donc qui modifie finalement les dynamiques des équations de Newton en ajoutant finalement un facteur qui serait indétectable finalement, infinitésimal à l'échelle, à notre échelle et à l'échelle du système solaire, mais qui aurait un impact à l'échelle d'une galaxie ou des amas de galaxies. Alors le problème avec cette théorie finalement, c'est que en fait ce qu'on observe, c'est qu'il y a une différence de vitesse de rotation qui n'est pas homogène par rapport à la distance du centre du noyau galactique. Or, dans une théorie de physique, il faudrait que donc ce facteur s'applique de manière égale partout, et qu'il soit homogène. Or, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Donc, du coup, ça nous laisse penser finalement qu'il y a finalement, oui, il y a de la masse finalement qui n'est pas répartie de manière homogène partout sur les différentes branches de la Voie lactée. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive finalement à émettre le concept de matière noire? Eh bien, c'est que dans nos équations, ce qu'on peut faire, c'est arbitrairement ajouter de la masse aux équations, puisque vous savez que la masse des deux corps va jouer sur les forces de gravitation qu'il y a entre les deux corps. Et donc cette masse qui n'est pas visible, puisque nous ce qu'on voit, ce sont la matière baryonique. Donc cette masse est invisible, mais à la fois elle a une interaction avec la matière ordinaire via les forces de gravitation. Et là, du coup, je viens de vous résumer finalement le concept de matière noire, qui est de supposer la présence d'une matière, donc d'une masse, qui a une masse qui n'émet pas de rayonnement, donc on ne peut pas détecter, mais qui, de par son interaction gravitationnelle avec les objets qui l'entourent, nous permet de soupçonner sa présence. C'est un grand classique finalement de l'étude de l'espace. Là où il y a des questionnements, on y crée un peu les hypothèses, tant qu'on les a pas observées, on les pose là quand même, ça permet à l'équation de fonctionner, parce qu'en fait elle fonctionne, l'équation. Oui. C'est juste, c'est-à-dire que en gros tout fonctionne parfaitement, mais avec cet inconnu. Oui, exact. Donc il nous faut bien effectivement rajouter de la masse. Mais alors vous allez me dire, tout ça c'est très hypothétique finalement. Est-ce qu'on a plus de preuves à ce sujet? Alors effectivement, en 2006, on a eu la chance d'observer en fait la collision de deux amas galactiques. Et en fait, grâce à l'effet lentille, on a pu déterminer une carte des zones donc, qui sont où il y a le plus de luminosité, et une autre carte où il y a le plus de masse, de concentration de masse. Et en fait, on s'est rendu compte que les zones lumineuses ne correspondaient pas exactement aux zones où il y avait le plus de masse. Donc finalement, c'est quand même un argument, un indice qui va dans le sens de la matière noire. Et également, en 2018, on a le satellite Planck qui nous a fourni des données et qui confirme quand même les calculs qu'on a pu faire au niveau du concept de matière noire. Donc aujourd'hui, finalement, ce n'est pas observable. Même les calculs quand même pointent vers son existence. Voilà, oui, exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est vraiment définitif. Mais il y a quand même un certain consensus autour de l'existence effectivement de la matière noire, même si, et ça c'est la grosse inconnue, on ne sait absolument pas
de quoi elle est composée. Alors on a bien des pistes de sa composition, mais on ne sait pas pour le moment. Oui, parce qu'elle n'est pas composée d'atomes. Alors, disons qu'il faudrait des atomes qu'on ne connaît pas. Ou... Il faudrait que ce soit des atomes qui n'ont pas qui n'émettent pas de rayonnement. Donc, qui n'émettent pas de rayonnement, c'est... Ouais. Voilà, alors là, c'est là où j'atteins ma limite de connaissance. Mais si on disait que l'univers observable, c'était 5%, donc c'est pour moi l'univers observable. Et l'univers, j'allais dire atomique, mais il a un autre nom, c'est... tu l'as dit Bayésien. Bayésien, voilà. Et d'ailleurs, la question pardon, est pourquoi... c'est baryonique. C'est pas bayésien, Baryonique c'est baryonique. Oui, bayésien, c'est des maths. Pardon. Pas de problème, mais tu vois, j'ai acquiescé du coup. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi matière noire comme nom d'ailleurs? Justement parce qu'elle est absolument pas observable? Oui, c'est ça. En fait, donc matière pour masse et noire parce qu'elle n'émet pas de rayonnement. Donc on ne peut pas la voir. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait vraiment le côté spooky, quoi. C'est cette espèce de menace. On dit que l'univers est composé de matière noire, mais en plus on peut pas l'observer. On est à nouveau dans l'indicible. On rejoint mon top. Alors je t'ai coupé dans... Non, bah écoute, du coup j'en ai fini pour la présentation de la matière noire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, tu avais dit avec ton équipe, est-ce que tu peux, dans la limite de ce qui t'est autorisé, en dire un peu plus sur cette notion, c'est-à-dire c'est lié à tes études ou... Oui, c'est ça en fait, c'est un travail qui était noté, mais c'était un travail d'équipe durant mes études. Ok, très très intéressant, c'est un choix excellent. Alors, si j'ai bien compris moi tout ce qu'ils disaient pour la matière noire, c'est que voilà, ils expliquaient l'éloignement par rapport au centre de la galaxie atteignait une certaine vitesse qui... finalement, n'était logique que par la présence d'une matière noire. C'est comme ça, en fait, qu'on a inséré le concept. Oui. Mais derrière, voilà, l'énergie noire ou sombre, c'est son pendant. Il disait d'ailleurs, je crois, la matière noire est censée attirer et l'énergie noire le répulsif. Est-ce que je me trompe dans mes explications? Effectivement, l'énergie sombre, ça va être une force en fait. Ça va être une énergie qui va plutôt être répulsive et du coup ça permet d'étendre du coup l'univers. Ouais. En fait, au final, l'équation est parfaite, mais il manque énormément de paramètres dans cette équation qu'on n'a pas encore trouvée. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben voilà, l'équation de l'univers, on l'a plus ou moins, sauf que dedans, il y a des paramètres qui n'ont pas encore été observés, et on cherche. J'ai envie de dire, ça fait 8 ans que tu cherches, disons, il serait peut-être temps de... Hein, il serait peut-être temps de trouver, hein, voilà. Voilà, il y en a qui ont... Loser et quelque part, est-ce qu'on va pas finir par trouver Bigfoot avant la matière noire? Je demande. Ouais. Non, mais excellent. C'est fascinant de toute façon. Tout ce qui touche à l'univers est forcément fascinant. Ça nous ramène à des conditions incroyables. On se dit, on est tellement infime. Oui, ça nous rend humble finalement parce qu'on sait très peu de choses. Et voilà, comme dit l'adage, plus on en sait, plus on se rend compte qu'on en sait le moins. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait ça, mais voilà. Oui, mais on se comprend. C'est cette sensation où plus tu commences à apprendre quelque chose, plus tu réalises que tu en sais peu. Oui, et que exact. tu as besoin et que le chemin en fait est encore. Et ça, c'est des générations et des générations de scientifiques qui se suivent, qui reprennent les travaux de l'un, qui les modifient, qui tentent d'autres choses. Il y avait des tests au sujet de la matière noire qui avaient été faits, je crois, dans le collisionneur à particules du CNRS. Oui, il me semble, oui. Mais c'était quand même assez récent, donc D'accord. De toute façon... s'ils avaient trouvé la matière noire, oui, on l'aurait su. On l'aurait su. Oui. J'avais lu un article aussi sur des particules qui expliquaient certaines situations. C'était l'action qui était devenue une particule à la mode il y a 1 ou 2 ans. On n'entend plus trop parler d'ailleurs parce qu'elle n'a toujours pas été observée. L'action ou l'axiome, je ne sais plus. Non, mais c'est toujours comme ça en fait. Les scientifiques s'emballent en disant regardez, on a trouvé quelque chose. Puis après derrière, calmez-vous. Mais c'est adorable. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'emballement scientifique pour des découvertes. Je trouve ça assez merveilleux. Est-ce que tu as des choses à rajouter là, puisque tu semblais être arrivé un peu à un point final sur la matière noire, mon ami? Est-ce que tu souhaites rajouter des choses? Non, écoute, c'est tout. À part si Alphonse est
et Baptiste ont d'autres questions. Alphonse, Baptiste, Ils sont avez-vous ils sont des un peu questions? muets là. Ah, je crois qu'avant, tu as parlé des scientifiques du CERN. J'ai Mhm. entendu dire qu'ils travaillaient dur et qu'ils étaient très fatigués. Voilà, je m'attendais. Alors, je sais pas pourquoi, mais dès que tu as commencé à dire ça, j'ai su que tu allais sortir ça. Bon, merci beaucoup, Baptiste, merci beaucoup. Et d'ailleurs, suivez le canal Telegram des Braves, on annonce les dates de tournée du stand-up de Baptiste très prochainement. Venez nombreux. Et S'il vous j'ai plaît. d'ailleurs un S'il code vous promo plaît. si vous voulez. Vas-y. J'ai un code promo si vous voulez. Ah oui, tu fais de l'affiliation. Oui, voilà. Avec, est-ce que, Alphonse, toi, tu as une question à poser au sujet de la matière noire? Non, j'aurais simplement voulu dire que j'étais assez déçu et choqué du fait que on l'ait appelée noire parce qu'elle ne rayonne pas. Alors qu'à l'école, j'ai appris que le continent noir rayonnait dans le monde. Choqué et déçu, quoi. Ouais, choqué, déçu, mais déçu parce Alors- qu'on la gardera pas. Oh là là. Oh non, Alex, elle est énorme. Oh. Non, non, non. Choqué, déçu. Non, Trop bien. Non, non, non. Choqué, Mais déçu. elle est bien, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bien, merci beaucoup, Duchessis. Merci beaucoup pour cette introduction à la matière noire où, en fait, après ta chronique, on réalise qu'on n'en sait pas plus, finalement. Même si on en sait plus, mais voilà. On n'est pas plus avancé, en fait. En tout cas, c'est cool. Merci, ça fait plaisir. Très, très bonne première chronique. Merci à toi. Je t'en prie, merci pour l'invitation. Eh ben, merci beaucoup, Duchessis. Merci beaucoup. Et désormais, on va passer à la chronique suivante, celle de notre cher ami Alphonse. Alors, aujourd'hui, Alphonse, j'ai cru comprendre que tu voulais nous parler de la première croisade. Mais comme tu ne m'en as pas dit plus que ça, je t'invite à nous présenter un peu ta chronique. C'est à toi. Eh bien, très bien, Ambrose. Alors, bon, déjà, pour transitionner avec la chronique de notre cher Duchessis, moi, quand j'entends parler de matière noire, je pense à cette mystérieuse matière, cet agrégat que nous avons tous connu, cette mystérieuse matière qui s'accumule sous nos ongles, ce dont on se rappelle lors de notre enfance, cette matière noire. Et donc, moi qui aime l'histoire, ça me renvoie à l'enfance de notre civilisation, caractérisée, il faut le reconnaître, par une certaine saleté. Je parle du lourd Moyen-Âge. Le Car lourd oui. Moyen-Âge. Et le lourd Moyen-Âge, en effet. Il faut l'admettre, contrairement à ce que les contrariens et les historiens conservateurs nous font croire, l'Europe du Moyen-Âge n'était en effet pas un Wakanda blanc, mais était bien en retard par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et même par rapport à l'Orient de l'époque. J'en ai un peu marre des historiens conservateurs qui, de la même manière que les vendeurs de jus s'attaquent à la science établie, disons, vont expliquer à qui veut l'entendre qu'en fait, l'histoire officielle n'est que tromperie et que la vérité est cachée. Donc voilà, je suis, comme tu le sais, un grand défendeur de Big Pharma, mais également maintenant de l'histoire établie. Donc, je vais vous parler du plus grand événement qu'a connu l'Europe au Moyen-Âge, celui qui souligne un peu la confrontation entre Orient et Occident, qui va plaire aux théoriciens de la choc des civilisations ou je ne sais quoi. Et c'est aussi l'événement qui va permettre la prise en maturité de l'Europe en général. Et la première croisade, une aventure plutôt épique. Ah bah, de toute façon, te connaissant, Alphonse, il y a forcément un côté épique dans ce dont tu vas nous parler. Bah, on va Je voir. n'en on va attendais voir, pas mais moins. Normalement, on en a déjà entendu parler au collège ou je ne sais quoi. Eh ben écoute, la piste est, Oui. est pour toi. Donc déjà, pour le contexte de l'époque, il faut se rendre compte que c'était une société qui était quand même extrêmement, dirons-nous, imaginative, un peu, même qui vivait dans un monde qui a assez peu de lien avec la réalité. C'est-à-dire que les gens sont totalement imprégnés de religion, de foi, de miracles, etc. Et donc, c'est pas du tout le même cerveau qu'aujourd'hui, et ce qui va expliquer pourquoi les croisades ont été possibles. Donc, juste pour donner un exemple un peu on va dire même l'infériorité civilisationnelle de l'Occident à l'époque, il y a un pape qui s'appelle Sylvestre,
qui, qui, qui était au Xe siècle, en gros. C'est quelqu'un qui était, bon, il devait aimer la culture, il allait en Espagne pour étudier un peu les choses que faisaient les musulmans, donc un peu d'astrologie par-ci, un peu de médecine par-là. Et vu que le mec connaissait à peu près des trucs que les autres savaient pas, dans toute l'Europe, on a eu des légendes comme quoi il avait des connivences avec des démons, il y a même des miniatures et des choses qui le dépictent en train de parler avec des démons, juste parce que le mec avait appris 2-3 trucs que les autres ne savaient pas, quoi. Et au même moment, on avait des califes qui fondaient des universités et ce genre de trucs qui en Orient étaient fréquentés par quand même des milliers de gens. Donc on était quand même deux salles, deux ambiances, quoi. On était vraiment, vraiment en mode la foi. Et même par exemple dans les années 900 ou même 800 en fait, on a le calife arabe musulman quoi qui offre à Charlemagne des horloges et des mécanismes plutôt compliqués. Alors que nous, on était quand même un peu à la ramasse. Bon, je dis ça parce que voilà, il y a beaucoup de contre-propagande qui fuse un peu dans nos milieux en expliquant que voilà, c'était vraiment le Wakanda blanc, mais pas du tout en fait. Donc, à l'époque, voilà, on a la suprématie quasiment de la religion. Les papes peuvent mettre à genoux les monarques en les excommuniant. Et à l'époque, on n'a rien de plus puissant que l'idée de Jérusalem. Les gens, ils en entendent parler à longueur de messe. Pour eux, c'est le paradis sur terre. Les gens qui réussissent à faire un pèlerinage sont vus comme des énormes tchades. Ils portent un petit, je sais pas quoi, un blason avec des palmes ramenées de Palestine. Et voilà, quand tu as fait un pèlerinage en Palestine, tu peux faire ce que tu veux. Personne peut rien te dire. C'est à quel point la religion est balèze à l'époque. Donc voilà, les gens vivent H24 dans la peur de l'enfer. Ils y pensent beaucoup plus, je pense, qu'au paradis. Et en plus, dans les années 1000 et quelques, la période dont je parle, il y a eu pas mal de phénomènes un peu de dingo, donc des éclipses, des pluies de météores, des comètes. Donc les gens étaient à bloc, complètement possédés. Ils pensaient que c'était la fin du monde. Il y avait des Jovanovic et partout qui étaient en mode tout va péter. Et donc les gens étaient prêts. Ils étaient vraiment prêts, les gens, à tout lâcher, à hypothéquer leur baraque, à vendre leurs gosses, enfin, bon, ça se faisait plus déjà, et pour se mettre en marche à Jérusalem, ils étaient à fond, quoi. Donc ça, c'est vraiment le contexte de l'époque qui va expliquer pourquoi ça a été possible aussi. Donc là-dessus, on ajoute encore des trucs. Il y a une ruine très menaçante de l'Empire romain d'Orient, donc les Byzantins. Quasiment toute l'Asie mineure est prise par les musulmans à l'époque turque, qui avait déjà pris le pas sur les Arabes, et ça a aussi un impact sur le début des croisades. Donc voilà, on a l'empereur byzantin qui est en panique, et lui par contre il a vu pendant sa vie, pendant ses expériences, il a vu à quel point les Francs et les Normands en Italie étaient des énormes machines de guerre, quoi. Donc il flaire un filon quand même là quelque part. Il se dit on va peut-être demander de l'aide à ces gens-là. Donc les mecs tirent un peu la sonnette d'alarme auprès du pape et tout. Et les papes de Rome eux-mêmes, ils souhaitent pacifier un peu l'Europe parce que on a de plus en plus de guerres fratricides entre chrétiens. Et les gens, ils savent qu'il y a un bon levier sur la religion. Et également, ils imaginent que ce serait une opportunité de résorber un peu le schisme entre chrétienté occidentale, latine et grecque. Donc, Urbain, le pape de l'époque, c'est d'ailleurs un pléonasme, parce que quand tu vis au Vatican, t'es pas très rural, quoi. Bonne vanne de merde, mais bon. Non, donc, très bien. Je valide. On valide tous. Ce type-là lance une petite harangue, je crois que ça s'appelle l'appel de Clermont. Il arrive, il sort et il explique aux gens les gars, on est les meilleurs, je vous propose deux choses. On va aller libérer la chrétienté d'Orient, on va libérer Jérusalem. Les gens deviennent fous dès qu'ils entendent Jérusalem. Donc on va tuer du musulman, on va arrêter de se faire la guerre entre nous, et en plus, en prime, je vous offre une rémission des péchés, forever. Vous irez pas en enfer, c'est promis, les gars. Jurez craché. C'est bien ça, hein. Ça c'est bien ce genre de contrat. Ah mais c'est... Promets le paradis comme ça, tranquillement, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour l'époque, c'est génial, parce que les gens, ils croient oui. quand même vraiment. Et en plus, ils se foutaient pas trop de notre gueule. C'est-à-dire que quand tu pars, personne n'a le droit de toucher à ta maison, à ta femme ou à tes cochons, etc. Si quelqu'un touche à ta propriété, il se fait excommunier. C'est vraiment pas mal. Les serfs ont le droit de quitter leur seigneur. Les seigneurs ont le droit de ne plus répondre à leur suzerain. Donc on est vraiment sur un truc sympathique quand même. C'est vraiment une offre bon contrat. Une belle offre, ouais. Une belle offre. Donc voilà, il y a un engouement de malade mental. Le site du Vatican plante. Il y a trop de demandes.
les gens commencent comme des fous, même pendant le... Enfin non, là j'abuse un peu, mais les gens commencent à se coudre des croix rouges sur l'épaule en mode je suis Jérusalem, soutien à la croisade. Ils affichent le soutien à la cause. Alors, un point de peut-être fierté pour nos auditeurs, c'est que cette initiative, elle est quasiment franco-française, en fait. Plutôt franque même que française, je dirais, parce qu'on est quand même en l'an 1090 et quelques. Donc on a majoritairement des Normands et des Francs qui s'y mettent. D'ailleurs, depuis ce temps-là, depuis leur rencontre avec les croisés, je pense que les Moyen-Orientaux et les musulmans en général peuvent se référer aux Européens en disant tout simplement franc, quoi. C'est vraiment ça ce qu'ils ont rencontré à l'époque, c'était pas des Espagnols ou quoi, c'est vraiment majoritairement des Français. Parallèlement à ça, je laisse le pape de côté. Mais il y a un autre mec qui s'appelle Pierre l'Ermite, qu'on a tous entendu, c'est le cousin de Bernard. Et... Il y avait Thierry aussi. C'est pas faux, oui. Mais bon, voilà, Pierre l'Ermite, c'est un type, un genre de prêtre itinérant, un genre d'influenceur de l'époque. Souvent, les noms de famille de l'époque étaient quand même assez influencés par le style de vie, quoi. Ah, très clairement. Le type, c'est un moine, donc voilà. À l'époque... c'était pas un sédentaire, quoi. Ah, c'est clair. À l'époque, plus t'étais pauvre et plus t'étais maigre et tout, plus les gens se disaient oh, ce mec-là, il doit avoir un peu de vérité. Tu vois, ça a l'air d'être un type qui sait des choses. Donc c'est un mec habillé, je sais pas, dans un sac et qui se promène sur un âne, en gros. Et il se promène de ville en ville dans la France du Nord et les Flandres. Et il convainc les types, enfin les gens, les communs, quoi, les gens normaux, avec des promesses encore plus dingues que ce que le pape a promis. Donc là, vraiment, ça enflamme l'imagination des gens. On parle de mourir où le Christ est mort. On parle d'avoir le général Jésus-Christ devant ton armée, avoir une armée invincible. Bon voilà. Les religieux de l'époque, on dirait un peu le vieux d'une histoire de Perceval dans Camelot. C'est ça. Un vieux hyper mystérieux. Ouais, il est pas vraiment mystérieux, on le connaît bien, du coup. Il y a beaucoup de retours sur lui. Disons que on va dire comme tu le décris, il y avait un aura de mystère qui l'entourait. Oui, mystique. après, voilà, on va dire plutôt de mystique. On n'a pas sa photo, quoi. Donc C'est vrai. il y a quand même un mystère. Avec ses descriptions. Donc il y a énormément de paysans qui disent ok, let's go, ils prennent l'épargne familiale, ils hypothèquent la baraque, all in sur le shitcoin Jérusalem. C'est-à-dire. Et là on parle même d'un des villages qui se vident. On est fou. C'est clair. Il y a les villages qui se vident, les boomers rentiers qui font il va où le pognon, il n'y a plus personne qui me paye le loyer, tous les prix tombent, tout le monde se tire en fait. Enfin tout le monde, on se calme. J'abuse un peu, je force le trait bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui partent. C'est-à-dire que maintenant on a ce qu'on appelle la croisade populaire. En gros, de France, on doit avoir 20 ou 30 000 paysans et quelques nobles vraiment petits qui se lancent. Premier arrêt, l'Allemagne, il récupère un peu de gens. Au passage, malheureusement, il se déchaîne un peu sur 2 ou 3 faubourgs juifs. C'était l'époque. C'est malheureux. Alors, je sais pas comment faire transmettre cette information de manière intelligente. Il n'y a pas vraiment de moyen, mais bon, ça reste un événement assez qui va prédire un peu la suite. Oui, mais il est important, c'est un événement important. Le paysan un peu banane à l'époque, il voit une cité avec des murs, il est en mode ça y est, on est à Jérusalem? Et non, en fait. Voilà, donc tous les 2 secondes, ils sont là. Donc voilà, c'est... On est arrivé. C'est littéralement ça, donc voilà. Pour redire, cette joyeuse troupe, ça se compose de pecno, pécor, utéreux, vilain, paysan. Bon, là s'arrête mon dictionnaire des synonymes. Voilà, un bien beau tableau que tu nous adressais. J'abuse, il y avait 2-3 nobles. Mais là, on parle vraiment de la croisade populaire. C'est la cour des miracles, là. C'est un peu ça. En fait, Pierre l'Ermite, il prétend avoir été nommé par Dieu ou par Jésus lui-même. Quelque part, c'est un peu, il y a une dérive sectaire. Tu peux pas tester, quoi. Tu peux pas tester quand t'arrives là. C'est ça. Donc, sur la route de Constantinople, bon, je vous la fais rapide, parce que ça a dû durer 1 an. Donc, sur la route de Constantinople, ils arrivent pas loin de la Serbie, en banlieue de Belgrade. Il y a une sorte de proto-White Boy Summer qui se met en place. Voilà, donc à Belgrade, au marché, les croisés ont une dispute acerbe. Petit jeu de mots. Pas mal. Oui, très beau, sur très le prix d'une paire de chaussures. Bon, alors là, c'est sourcé apparemment, Wikipédia source. Au marché, donc on se rappelle à l'époque, il n'y avait pas de pointure, mais bon, j'ai essayé de trouver.
une correspondance entre les pointures médiévales et celles d'aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment trouvé. Alors, est-ce que c'est l'information la plus utile pour Non. ta chronique? Bah, Je ne sais pas, c'est- mais maintenant tu attises ma curiosité, donc j'aimerais savoir. C'est celle que j'ai mis en gras sur mes notes, mais bon, voilà. Donc après cette petite engueulade dans le marché, dans la banlieue de Belgrade, il y a une petite émeute et les croisés populaires pillent leur première ville chrétienne. Donc c'est la première un peu parce qu'il y aura une petite série. Oui, quand parce même que après. du coup, petite émeute, tout est relatif là. Petite émeute, mais on parle d'une époque où les gens, ils sont un peu susceptibles. Et en plus, une fois qu'ils ont passé la rivière du coin, les gens, c'est déjà des étrangers. Donc là, ils sont en Serbie quand même. C'est pas le même. Quel rapport avec les chaussures, excuse-moi? Eh ben, ils se sont juste engueulés pour des prix d'une chaussure et ça a dégénéré en émeute et ils ont fini par piller la ville. Voilà, D'accord. c'est ça l'histoire et voilà. Tout ça pour une paire de godasses. Les mecs, c'était des pointures, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Je crois que toutes les chaussures faisaient un pied à l'époque. Pas mal, oui, c'est vrai. C'est vrai que le monde était plus simple quand même. Il n'y avait pas eu le lobby de Big Shoes qui nous avait, Le lobby Adidas. arnaqué. Enfin. Continuons. Donc, Marchons. On reparlera de ça, marchons. Il y a eu des différends sur la route et ça leur coûte déjà un quart de leur nombre. Donc les mecs ont perdu peut-être 5000 ou 10 000 hommes, quoi. Surtout après qu'ils se sont pris une petite raclée par une garnison serbe qui, selon eux, prédisait se venger par avance de l'intervention de l'OTAN au Kosovo. C'est ce qui est écrit dans leur chronique. C'est comme ça qu'on justifie. Voilà. Donc, ils arrivent enfin à Constantinople. Constantinople, c'était quand même la grande ville de l'époque. Et donc, ils se posent dans la banlieue. Ils commencent à faire un peu de grabuge parce qu'ils ont faim. Les mecs, faut comprendre, ils ont emmené 1 ou 2 sandwichs. Ils pensaient que ils allaient arriver rapidement, quoi. Mais non. Donc, l'empereur grec byzantin, je crois que c'est Alexis Comnène, à l'époque. Bon, c'est quelqu'un de civilisé, raffiné. Il maîtrise les tableaux Excel, tout ça. Voilà. Lui, il attendait une petite troupe et il dit c'est quoi ça? Il y arrive une armée de pieds nickelés vraiment complètement gérée par un prêtre sur un âne et par 1 ou 2 nobles. Il dit c'est quoi ce bordel? Les mecs n'ont même pas d'armes, qu'est-ce qui se passe? Et donc il voit ce cirque itinérant débarquer, c'est chaotique et il se rend compte que ce genre de gens, c'est pas le genre de personnes à s'intégrer proprement. C'est plutôt le genre de gens à frauder dans les transports, par exemple. Donc il se dit non, on va les expédier de l'autre côté. Allez-y, il les fait passer le détroit du Bosphore, hein, donc il fait allez-y les mecs, Jérusalem c'est par là, allez hop. Donc voilà. Et c'est. Ça devait être et dur là, de faire passer une armée à ce détroit. On peut dire que ouais, les Byzantins ils bossent fort. Hein. pas mal. C'est vrai. C'est bravo. C'est bon, oui. Ok. Très bien. Ok. Alors, et donc ils sont en Asie mineure, donc ils se jettent sur l'Asie mineure, mais bon depuis il y a prescription quoi. Bref, première ville occupée par les Est-ce qu'on peut Turcs. avancer un peu parce que là voilà, il y a J'avance, tout ce j'avance, mélange j'avance. pour moi. J'ai Ah non, l'impression non, en fait j'ai c'est très l'impression de lire un Astérix, tu vois, avec plein C'est du d'anecdotes Astérix. dans tous les sens. C'est pour ça que j'aime pas. J'en avais parlé sur la dernière terrasse. Je sais pas si j'en avais parlé, mais au moins je l'avais pensé. Et Oui, voilà, c'est plutôt ça, ouais, c'est plutôt ça. en fait, j'en ai marre des œuvres de fiction. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à lire ces trucs? Parce que quand tu t'intéresses à l'histoire, tu te rends compte que c'est encore plus original, quoi. Mais il y a des trucs beaucoup plus épiques. Là, pour moi, l'histoire des croisades, Warhammer 40K, c'est rien à côté de ça. Enfin, avançons. Donc, cette croisade Commence populaire... à parler poliment quand même. Hein. Désolé. Voilà. Mais bon. De Warhammer 40K. Cette croisade populaire, les mecs arrivent dans la Turquie actuelle. Première chose, ils trouvent une ville occupée par les Turcs, c'est Nicée. Et ils disent, allez, on va commencer à piller. Et en gros, je vous la fais rapidement, il y a des Turcs un peu organisés qui arrivent. Ils font une embuscade et ils tuent peut-être 25 000 personnes. Il y a détruit comme ça, après genre 3 jours sur place, il y a quelques milliers qui en rescapent. Qui rentre à Constantinople, dont notre cher Pierre l'Ermite, pour attendre la prochaine vague de croisés. Et la prochaine vague, elle est bien mieux organisée, les gens sont bien mieux nourris, ils ont le lobe frontal beaucoup mieux développé, ils sont bien nés, c'est ce qu'on appelle la croisade des princes. Donc je vous la fais rapidement. Alors, continuons là-dessus, c'est la deuxième partie de nos chères croisades, la première croisade en tout cas, la meilleure d'ailleurs. Et donc, pendant que la première expédition d'idéalistes, d'imaginatifs, de
assez fanatique quand même pour l'époque, se heurte, vitesse Mach 5, au mur de la réalité. On a cet autre type de population, des nobles, qui sont déjà expérimentés dans la guerre, qui normalement y voient plus clair, mais qui sont quand même souvent aussi fanatiques religieusement que les suiveurs de Pierre l'Ermite. Ces gens-là commencent à s'organiser, donc on a des nobles. Il n'y a pas de roi, parce qu'à l'époque, les rois, je crois, de France, d'Angleterre et d'Allemagne étaient excommuniés par la papauté toute puissante. Donc, manque de bol, ils avaient même pas le droit d'entrer dans une église ou quoi. Et puis, comme je disais, le pape avait autorisé les vassaux à ne plus répondre aux ordres du souverain et à être un peu libre, open bar. Donc, on a un grand nombre de comtes, de ducs, de barons et de fils de nobles qui ont plus de terre. Donc, les troisième fils, quatrième fils, tout ça. Ils se lancent dans l'aventure. Comme je disais, c'est surtout des francs. Et les grands héros de ça, c'était les plus importants, c'est Godefroy de Bouillon, donc la fameuse ville de Bouillon qui a donné 2 héros de l'histoire européenne. Non, je déconne. Le bouillon cube. Oui, le Bouillon cube. Donc le mec, c'est l'idéal chrétien du Moyen-Âge, hein. Moine guerrier, parfait, fanatique, en tout cas très religieux et très, très propre. Ensuite, on a Bohémond de Tarente. C'est un Normand qui est dans le sud de l'Italie, donc c'est le fils de Robert Guiscard, dit le renard. Et donc cette personne-là, voilà, dans le surnom, il y a tout. Donc ses motivations sont pas très catholiques, c'est-à-dire qu'il veut probablement se tailler un petit... c'est son père, mais bon, le mec, en fait, il a fait la guerre toute sa vie contre les Grecs, contre les Byzantins. Et ce qu'il veut, c'est se tailler un royaume pour lui, très probablement. Voilà, donc on a toute cette troupe-là qui arrive chez les Grecs. Voilà, l'empereur byzantin, encore une fois, étonné. Lui, il attendait un petit nombre de troupes après son appel à l'aide, qu'il aurait géré lui-même. Mais là, arrive une armée quand même assez énorme. C'est probablement... Joyeux drill. Ouais, et armée riche, propre, c'est vraiment des bons. Et c'est probablement la plus grande armée, disons, professionnelle depuis la fin de l'Empire romain, quoi, qui traverse l'Europe. C'est vraiment une force gigantesque. On parle de genre 30 000 hommes. Bon là, juste pour resituer, on est vers 1097. Voilà. D'accord. Alors, les gars se lancent, donc ils passent par Constantinople. L'empereur leur dit, bon les mecs, je vous nourris tout ça, je vous donne des guides, mais en échange quand même, toutes les villes que vous récupérez aux musulmans, vous me les rendez, parce que quelque part, je suis l'ancien proprio. Vous me remettez ça, parce que les Byzantins avaient perdu ces villes-là il y a peut-être 100 ou 200 ans. Bon, ce sera fact-checké, j'imagine, mais bon, c'est pas grave. Ouais, disons qu'il y a pas mal de loyers impayés. Ah, c'est clair, il y a des squatteurs, très clairement. Mais bon, donc voilà, il obtient d'eux un serment après les avoir un peu nourris et abreuvés de vinasse, etc. Il obtient d'eux le serment de leur rendre les terres. Mais bon, faut comprendre que les Latins, quand ils voient des Grecs, à l'époque, ils voient des genres de Bilal Hassani, maquillés, un peu efféminés, tu vois. En plus, qui nagent dans le pognon, ils se disent quelque part, c'est qui ces gens-là? Pourquoi on devrait prendre des ordres d'eux? Déjà à l'époque, les types se disent, oh, Constantinople, c'est pas trop mal, je pillerais bien. Mais cette idée, pour l'instant, reste en repos, mais elle va revenir plus tard. On verra ça dans une autre chronique, peut-être. Et donc, heureusement pour eux, les musulmans, dans le Moyen-Orient, étaient encore plus divisés que les chrétiens. Les chrétiens étaient déjà pas très unifiés, quoi. C'était un peu le bordel. Mais les musulmans, c'est encore pire. Les Turcs sont en guerre contre les Arabes. Les musulmans en Espagne, ils sont totalement défoncés. L'Afrique du Nord, il y a rien de... Enfin, c'est des factions religieuses qui s'entretuent. Et voilà, donc l'Égypte fait la guerre aux Turcs qui sont en Syrie. Donc c'est vraiment le bordel. Premier succès, ils arrivent à prendre Nicée, la ville où les autres s'étaient fait détruire. D'ailleurs, ils ont récupéré Pierre l'Ermite, hein, qui était là au passage. Ils l'ont récupéré. Donc, il n'avait pas bougé. Ce mec-là n'a toujours pas fini. Avec tout le bordel qu'il a fait, il meurt tranquillement en 1115. Donc le type a vraiment... avec l'argent des abonnés. Hein, il a bien géré, ouais. Il a bien géré avec l'argent des abonnés. Voilà, donc ils passent un peu, ils descendent le long de l'Asie mineure, ils arrivent à peu près plus en Syrie actuelle, Liban actuel, tout ça. Donc là, on a déjà un premier gars qui prend la tangente, je crois que c'est Bohémond. Lui, ou un autre gars, Baudouin, je crois, ouais, Baudouin peut-être. Lui, bon, à l'époque, c'est tous plus ou moins les mêmes. Donc c'est une autre personne qui, lui, va faire une petite excursion en Arménie. Où les locaux l'appellent à l'aide en fait, et qui était très chrétien. À l'époque, le Moyen-Orient était encore assez chrétien. Et les Arméniens l'appellent à l'aide. Les Arméniens à l'époque étaient beaucoup plus dispersés avant le génocide, ils étaient beaucoup plus loin dans le Moyen-Orient. Les Arméniens l'appellent à l'aide, ils le nomment roi. Et ils sont chrétiens, donc ils voient l'arrivée des Francs comme une opportunité dingue. Et voilà, donc cette personne-là, c'est assez intéressant parce que c'est la première qui récupère des terres anciennement byzantines et qui dit non, c'est à moi, allez vous faire
voir chez les Grecs. Et donc, retour à l'armée principale. Là, ils arrivent sur Antioche. Encore une fois, je prends que les grosses villes. C'est quasiment la fin, là. Ils arrivent sur Antioche, une énorme cité qui était un centre du commerce et un centre économique pendant toute l'Antiquité. Ils arrivent, et ces gens-là n'étaient pas vraiment des réalistes / matérialistes qui pensaient à tout à l'avance et qui avaient fait des beaux tableaux Excel avec tous les prévisions. Ils arrivent devant, ils font bon, on fait quoi les mecs? À l'époque, faut comprendre que la défense par rapport à l'offense dominait largement. Donc une fois qu'on avait des murs et des tours, il fallait des vraies machines de siège, etc. Mais les croisés n'en avaient pas. Donc bon, ils tournent un peu autour, ils balancent des cordes, ils essaient de monter les remparts, mais ça ne marche pas. Et là, coup de bol, il y a un traître arménien, encore une fois, à l'intérieur de la ville, qui ouvre les portes. Il rentre, sac de la ville. Bon, il tue pas mal de Grecs et d'Arméniens en même temps que des musulmans. Après, comment on fait la différence, je ne sais pas. Désolé, surtout à l'époque. Mais donc, ils sont à l'intérieur. Bah, tu rentres, tu fais le saccage, et puis voilà. Voilà, les gens étaient plus ou moins tous habillés pareil. Tu les tous, Dieu fera le tri. Exactement. Comme ils disent. Ils étaient très très contents en rentrant. À l'intérieur, il y a encore une petite citadelle, un château dans la ville qui résiste. Bon, les types sont vraiment... Enfin, je n'ai pas assez souligné, mais ils n'ont pas de logistique, hein, ils crèvent la dalle. Ils ont perdu déjà pas mal de nombre juste par la faim et la soif. Mais bon, ils sont ultra motivés par la religion, quoi. Donc ils sont à l'intérieur de la ville, il y a encore une citadelle avec une garnison qui résiste, et là il arrive une armée de secours de 40 000 hommes. Les croisés doivent déjà être plus que 15 000 ou quoi. Les musulmans donc sont largement en surnombre, ils devraient gagner normalement, et ils savent pas quoi faire, ils sont complètement démoralisés, et là il y a un moine qui se dit « Allez, on va inventer un petit truc sympathique », et du coup il arrive, il a un genre de GPS dans sa tête, et un détecteur de métaux ou quoi, il arrive, il fait « Oh, je sens un truc », il creuse, et là il trouve une lance, et il dit « C'est la Sainte Lance qui a percé le Christ sur la croix ». Et donc là, je crois que j'avais entendu parler de la cette Sainte Lance, histoire, l'anecdote de la Sainte Lance est assez connue, donc le mec et mais les gens... surtout que c'est quelque chose qui traîne encore aujourd'hui. On a des émissions à la télé où ils expliquent qu'elle existe, que certains... s'en servent dans des guerres. Ah oui, non, mais il y a plein de trucs. Mais après, on verra qu'à l'époque, les gens étaient déjà moins cons que les gens à la télé aujourd'hui, parce que, bon, quand ils ont trouvé la Sainte Lance, ils étaient complètement fous, parce que pour eux, c'était une arme magique, quoi. Et donc, ça les a encouragés à mort. Il y avait Il y l'armée... avait un enchantement dessus, plus 5 en attaque, ils se sont dit, il me Au la moins. faut. Non, Ah bah, plus que 5. ça, même. Ah, là, c'est un truc... Et du coup, comment ils ont décidé c'était une qu'elle allait arme, apporter, c'était une arme violette ou orange. Même. Non, mais c'est devenu un Est-ce genre qu'elle s'est de passée standard. Ninja Loot? Comment ça s'est passé? Ninja Loot. Non, ils l'ont utilisé comme genre standard de l'armée, mais ça les a tellement motivés, ils ont décidé de faire une sortie. C'est-à-dire, contre toute logique, ils vont pas attendre et balancer des trucs en profitant des remparts ou quoi. Ils disent, allez, on fait une sortie. Les types sortent, ils doivent être genre, je sais pas moi, quelques milliers contre 40 000. Ils foncent, et les musulmans cèdent, alors qu'ils étaient largement en surnombre. Mais faut les comprendre, les mecs étaient à 2 ans de la retraite. Ils avaient pas envie de se faire chier. Avec tout ça, enfin, c'était voilà, c'est un niveau de civilisation un peu plus avancé avec tous les problèmes que ça. Nous, on était dans la vigueur de la jeunesse. Ils avaient déjà, ils avaient la CGT qui venait. Bah oui, Ils parce avaient, que oui. alors que si on avait augmenté l'âge de départ à la retraite, bah, ça ne serait pas arrivé. Exactement. Très clairement, les gars étaient. Donc les gars disent, moi, j'ai pas que ça à foutre, je me casse. Donc victoire incroyable de la chrétienté, la citadelle qui résistait dans la ville. Arrête tout, ils ouvrent les portes, bon voilà, victoire dingue. 3 jours après, je crois quand même qu'ils disent la lance c'est un peu suspect, on va faire on va demander une preuve. À l'époque, la preuve c'était de faire alors comment on dit ça en français, trial by fire, tu vois. En gros, c'est peut-être je sais pas une épreuve, voilà, par une le épreuve. feu. Hein. Ouais, voilà. Donc, mais littéralement par le feu. C'est-à-dire que le mec doit marcher genre sur des braises. Donc on est chez les fakirs, tu vois. Et en fait, il survit, mais il meurt 3 jours après. Et ils disent bon non, mais la lance, du coup, c'est des conneries. On la retire du standard. Donc les gars étaient quand même pas si fous que ça. Donc voilà, ça c'est. Il y a un côté vraiment Kaamelott dans l'histoire. Hein, ouais. C'est pour ça que je te dis l'histoire, il y a pas besoin de fiction en fait. C'est vrai. Et du coup, une fois que cette ville est prise, là on arrive, bon, je fais un pass sur les 6-7 mois de ce trajet. Siège. Non, mais la ville est prise, donc voilà, ils s'amusent. Et ensuite, ils arrivent à Jérusalem.
Tu te dis, les types se sont organisés quand même. C'est pas possible qu'ils nous refassent le coup de venir les mains dans les poches. En fait, Mais ils ont non, la pas du lance. tout. Non, ils l'ont plus. C'est-à-dire qu'ils ont rien du tout. La lance non plus, ils l'ont balancé. Ouais. Et les types arrivent devant Jérusalem, les mains dans les poches, en touriste, en short. Ils disent comment on fait, les gars, il y a des murs, merde. En plus, ils étaient venus pour la reprendre aux Turcs, mais elle était déjà repassée aux mains des autres musulmans qui étaient un peu plus sympas. Du coup, déjà, un peu ironique. Mais, comment dire, ils savent pas quoi faire. Un peu désespérés, ils se disent et si on faisait le tour de la ville à genoux en criant Jésus? Ils font ça. Bon, ça marche pas. Et là, Et bah, coup de merde, bol. les bras m'en tombent. Coup de bol. Bon, j'abuse un peu sur le côté fanatique, mais les gens étaient quand même assez possédés. Et là, coup de bol, passe par là des Génois, des marchands italiens qui avaient des bateaux. Les types, en plus, se prennent des récifs ou quoi, et ils sont obligés d'atterrir ou je sais pas comment on dit sur un bateau, de se mettre sur la plage, quoi. D'accoster. D'accoster, voilà, parfait. Et donc directement les Francs arrivent, ils décortiquent les bateaux et ils se font des machines de siège. Ils font ça, ils prennent Jérusalem, succès incroyable. C'est magnifique, ils ont gagné, c'est la fin des croisades. En bilan, ils prennent Jérusalem, tout le monde est content. 90% des gens rentrent à la maison, ils laissent genre 2000 personnes pour gérer le bordel. Urbain II, qui a lancé tout le délire, meurt 2 semaines après la prise de Jérusalem, il n'en aura jamais la nouvelle. La victoire enflamme complètement l'imaginaire européen. Victoire que les gens prêtent à la grâce divine. Et on a vu, parce que les mecs étaient quand même assez amateurs, que c'est clairement seulement attribuable à la grâce divine. Du coup, le principe de la croisade devient ultra populaire. Donc quelques années après seulement, on a déjà une croisade des retardataires sur les mecs qui n'ont pas investi à temps dans le truc. Et ensuite, on a la deuxième, la troisième, la quatrième, les croisades du Nord, croisades contre les albigeois, etc., etc. On a énormément de choses. Et notamment... Beaucoup de spin-off. Oui, exactement, voilà, beaucoup de exactement. spin-offs, c'est vraiment... La première ils saison l'ont a usé bien à fond. marché, alors... Mais vraiment, la première saison, c'était un truc de dingue. Et du coup, en plus de ça, on a des ordres de moines guerriers dignes de Warhammer 40K qui se forment, des trucs ultra stylés, comme les Templiers que l'on connaît bien, et les Hospitaliers. Et les Hospitaliers, donc à la base des gens qui gèrent des hostos, évoluent, ils finissent sur la Terre Sainte, ensuite à Chypre, ensuite à Rhodes, et ensuite ils prennent possession de l'île de Malte, et ça devient l'ordre des Chevaliers de Malte, des gens qui ont fait les seules choses probablement intéressantes sur cette île. Baptiste pourra nous en dire plus. Et oui, c'est vrai. et voilà. Ça. Que s'est-il Donc, passé sur Malte? c'est ce qu'on va savoir avec Et Baptiste. une bien belle histoire en rebondissement et rocambolesque, comme tu les aimes et comme nous aimons que tu nous les contes. Merci, Alphonse. Merci beaucoup. Moi, du coup, j'ai juste une question. La Sainte-Lance, quand ils ont décidé de s'en débarrasser, est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont balancée? Merci, Pas c'est mal. tout. Voilà, voilà, on a là, voilà. Sur cette émission, on a quand même du lourd. On a de la punchline. C'est beau. Oui, mais comme je l'avais dit, en plus, elle a fini dans des émissions de sci-fi, cette fameuse lance. C'était incroyable. Je crois j'avais un ami complotiste qui m'expliquait que il y avait des limite Rommel avait gagné des batailles avec ça. Donc, merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup pour cette histoire. Je pense que certains pourront isoler ton passage et se mettre ça au coin du feu un soir de Noël pour écouter. Non, mais je vais surtout me l'histoire faire de la détruire première en croisade. commentaire par des historiens sérieux. C'est bien, les commentaires, c'est bon pour le recensement. On espère que les historiens sérieux, on les invite d'ailleurs à venir Ah oui, contredire les Alphonse. Voilà. Venez. Voilà, venez. Mais donc, effectivement, cette histoire s'est terminée à Malte, puisque tu as parlé des chevaliers de Malte. Et que s'est-il passé à Malte? Alors, pour cette époque, je ne sais pas, mais cette petite île perdue au milieu de la Méditerranée, enfin perdue, entre guillemets, bien sûr, a accueilli pendant un certain temps un certain Baptiste, qui est présent ici, et qui va nous conter ses pérégrinations en son sein. Alors, je vais commencer par présenter Malte. Alors, le malt est une céréale germée, le plus souvent de l'orge, qui est cuite afin de dégager tous ses arômes. Le malt est utilisé pour la fabrication de boissons alcoolisées telles que le whisky, le guenièvre et surtout la bière. Et ah merde, pardon, je crois que sur la page Wikipédia, Ambrose, est-ce que je peux recommencer la... Non, tu recommences pas parce que moi j'en ai marre. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que tu pars en vrille. Donc tu te refocuses. Pardon. 3, 4. Ah, ça fait plaisir de t'avoir, Baptiste. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors, je vais vous parler d'un été où je devais partir en vacances avec des amis.
Et on voulait à la base se rendre dans les Highlands, on voulait aller dans le nord de l'Angleterre, on voulait aller en Écosse. Mais malheureusement, à cause du Brexit, il nous fallait des passeports pour aller là-bas. Et malheureusement, à cause du Covid et des joies de l'administration française, nous n'avons pas pu faire nos passeports à temps et nous avons donc dû choisir un pays encore au sein de l'Union européenne. Alors, il se trouve qu'il y a une île effectivement perdue en Méditerranée, au large de la Tunisie, qui est une destination touristique prisée par les Français, qui ne demande pas de passeport, hein, qui fonctionne à l'euro, et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Donc, je monte dans mon avion avec 2 compères, j'arrive là-bas et je me prends une claque. Voilà, c'est-à-dire que j'avais pas révisé avant. Donc j'ai découvert le truc sur le coup et pour tout vous dire, j'étais sur le cul. Comme Alphonse racontait tout à l'heure, il y a eu cette histoire de croisés. Il se trouve que les croisés n'ont pas réussi finalement en Orient. Spoiler des futures chroniques d'Alphonse White, Saladin va les niquer. Ils vont tous devoir rentrer chez eux la queue entre les jambes. Il y a un seul endroit où la chrétienté a finalement réussi à vaincre l'islam. Alors, outre évidemment plus tard les Balkans et l'Espagne où effectivement les musulmans étaient repoussés. Mais il y a une île qu'on a toujours réussi à tenir, c'est Malte. Et il y a vraiment là-bas des vibes, je dirais, de Jérusalem. Ah, Pour vous dire, ça, à Malte, il y a 359 églises. L'île est D'accord. minuscule, c'est un petit caillou. Elle doit faire la taille de... Ça doit être à peu près la carte de GTA V en termes de taille. alors, Nous, en pour ceux voiture, qui on ne a fait connaissent le pas, tour. pour ceux qui ne Pour ceux connaissent qui ne pas, connaissent pas, ouais. s'il te plaît, est-ce que tu peux peut-être trouver une autre Une autre référence. une autre comparaison, oui. Ah bah, attends, parce que là, sinon, je pourrais donner C'est des pas kilomètres carrés, mais C'est c'est pas trop grave. scientifique, ça serait Donc trop on précis, invite tous les auditeurs qui ne connaissent pas la carte de GTA V à aller la regarder. Mais voilà, en gros, c'est une petite île, mais ce n'est pas une île, c'est un archipel de Ouais, 7 parce qu'il y îles a en 2 tout. îles, c'est ça, ouais. Ah, 7. En fait, autant pour moi. après, il y en a 7, mais il y en a une principale, il y en a une deuxième un petit, quand même vachement plus petite, et il y en a une autre beaucoup beaucoup plus petite qui est pas habitée, et les 4 autres, je sais pas où elles sont, mais j'ai lu sur internet qu'il y en avait 4, mais c'est des cailloux, hein, vraiment. Oui, c'est ce cherchez que pas. j'allais dire. On a vu la taille déjà de Malte à la base. Les plus petites, ça doit être vraiment... ouais. Ouais, moi j'en ai touché du pied que 3. Donc Malte, pourquoi ça a été une claque? En fait, la ville est une sorte d'énorme fort. C'est fortifié, tout a été entretenu. Il y a des forts de partout. C'est-à-dire que c'est vraiment un coin stratégique que les chrétiens ont financé. Voilà, ils ont construit des forts de partout, que jamais ça ne tombe. Il y a eu des sièges à toutes les guerres, notamment à la Seconde Guerre mondiale, et ça n'est jamais tombé. Les Anglais l'ont tenu. Donc c'est très très beau quand on aime les châteaux forts. Voilà, il y a des canons, il y a tout ce qu'il faut. Et la capitale est une sorte de ville quadrillée d'un style, je dirais, européen du Sud, un style assez unique. S'appelle La Valette, donc c'est nommé après un noble français, Cocorico, c'est lui qui a fondé la ville. Et vraiment un style singulier, très sympathique. Et il y a des sortes de balcons partout, mais c'est pas vraiment des balcons, c'est des sortes de comme des excroissances des bâtiments. Je sais pas comment dire ça, des promontoires. Je vous invite à taper sur Google pour voir le style. La Valette qui est assez unique parce que finalement les autres villes de Malte ont un style un petit peu plus oriental, on va dire. Ça ressemble plus au Maghreb. Mais la Valette, c'est vraiment une ville qui fait européenne. Alors, Malte est aussi très connue en France pour être un paradis fiscal très prisé par nos chers youtubeurs, influenceurs, streamers, puisque ça fait partie des rares pays de l'Union européenne où on peut acheter un passeport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on injecte un certain montant dans l'économie locale, hop, on est citoyen. C'est un peu un pay to win, Malte. C'est voilà, je sais pas si la population locale est très riche. Bizarrement, je n'ai croisé aucun mendiant pendant tout mon séjour. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas si c'est... j'ai fait des recherches. Est-ce que c'est interdit? Comment ça se fait? Mais c'est vraiment très très cadré pour le tourisme. Personne ne vous emmerde. Il y a beaucoup de coins à visiter. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord... on est resté 15 jours. On a vraiment le temps de tout visiter de fond en comble. Pour l'île principale, on y a passé peut-être 13 jours, je dirais. On a d'abord plutôt visité en bus. Donc voilà, les trucs autour... La Valette, toutes les cités, voilà, c'était assez long. Ensuite, on s'est pris une voiture, on a juste visité tous les coins référencés sur Google Maps, donc on était vraiment en mode exploration. Et c'est ça vraiment l'intérêt de visiter un coin petit, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pays, voire même 0 autre pays, où je peux dire « Ah bah celui-là, je l'ai fait entièrement ». Alors que Malte, vu la on a taille. vraiment... on l'a complété à 100%.
D'accord. On a tout fait et à peu près tout était bien. C'est-à-dire que vraiment, toutes les côtes, les falaises et cetera. Alors après, faut aimer parce que quand même, c'est une île où il n'y a ni rivière, ni montagne, ni forêt. Quand on vient d'Europe, c'est un choc. C'est-à-dire, voilà, nous, ça fait, des dizaines de milliers d'années, qu'on est planqués dans nos forêts. On arrive à un endroit, il y a pas d'arbres, quelque part, il y a une panique intérieure en tant qu'Européens. Pas de rivière, qu'est-ce qu'on boit? Bah, en fait, l'eau, provient exclusivement, du dessalement. De l'eau dessalée, je vous préviens, c'est pas bon. Ça a vraiment un mauvais goût. Donc D'accord. voilà, soit vous achetez de la Contrex en magasin ou un truc que vous connaissez, soit vous buvez l'eau du robinet, mais bien qu'elle soit potable, il n'y a aucun problème à la boire d'un point de vue santé. Niveau goût, ça pique. Ça alors, ça a un goût C'est pas spécial, agréable. l'eau dessalée comme ça, ouais. L'eau dessalée, J'aurais jamais pensé, ouais. moi j'ai pas hâte, voilà, si on arrive à des taux de sécheresse dans mon coin où on va être obligé de dessaler l'eau et de boire de l'eau dessalée, j'ai pas hâte que ça arrive, j'ai pas hâte de devoir boire de l'eau dessalée. Vraiment, Tu sais, c'est comme en Islande où l'eau chaude, elle sent le soufre. Ah ouais, le soufre, ça pue ça, Ouais, il y a une odeur d'expérience. d'œuf à certains endroits, ça Ouais, dépend un peu. Pas des partout, fouris, mais voilà, quand tu fais couler l'eau chaude, ça pue. voilà. Pour vous parler du peuple maltais, c'est très particulier. Moi-même, j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était. La langue, ça a un mix entre de l'arabe, du français et de l'anglais. Après, les Maltais, ils parlent tous anglais, donc finalement, pas de problème de compréhension. Mais bon, quand ils parlent maltais, on comprend pas, on se demande ce que c'est. Ils parlent souvent italien également. Mais quand même, ils sont plutôt pro-anglais, parce que c'est une ancienne colonie anglaise et qui sont encore en très bon terme avec l'Angleterre. Et pendant qu'on y était, il y avait la fameuse Coupe d'Europe de football. Avec la finale Angleterre-Italie, on était vraiment les seuls à soutenir l'Italie, moi et mes potes, envers et contre tous. Donc eux soutenaient l'Angleterre. Donc quand l'Italie a fini par niquer l'Angleterre au tir au but, si je me souviens bien, on était bien contents. Ils étaient bien déçus et nous, on est rentrés chez nous, enfin Sourire aux victorieux. Après, lèvres. on n'est pas, voilà, sourire aux lèvres. Après, on n'est pas italien, mais on était quand même content que les Anglais se fassent avoir. Niveau urbanisme, Malte, c'est très impressionnant, ça grossit très vite. Ça a toujours été comme ça historiquement, puisque notamment la Valette était, je crois, peut-être, je sais pas si c'est la première ville ou une des premières villes à être quadrillée comme ça. Ils l'ont construite en juste 15 ans, vraiment ultra vite. Toute l'île est toujours, il y a énormément de travaux, beaucoup de construction, alors que déjà, je veux dire, une énorme partie c'est peut-être le pays le plus urbanisé du monde, puisque en termes de ratio, il y a des villes partout. Sur une petite île, en fait, il y a moins de campagne que dans les autres pays. C'est vraiment un petit caillou en pleine Méditerranée qui s'urbanise vitesse grand V. Ça se demandait si à un moment, ça sera pas juste 100% urbanisé. Là-dessus, il y a un peu un côté Las Vegas, c'est-à-dire tu te dis comment ça tient ce truc. C'est pas du tout autonome, hein. Voilà, il dépend énormément de l'import-export. C'est vraiment une ville au milieu d'un endroit vraiment inhospitalier. Niveau bon plan, un très bon souvenir de Malte que j'ai, c'est la bière qui s'appelle la Cisque. Leur bière est vraiment bonne. C'est vraiment le truc qui manque le plus. Cette bière n'est pas commercialisée ailleurs dans le monde, alors qu'elle avait un bon rapport qualité-prix. Elle était vraiment, vraiment bonne. Et autant, bon, j'ai bien aimé ma visite énormément, mais bon, je ramène mes souvenirs chez moi. La Cisque, on la ramène pas chez soi, et Dieu sait qu'elle me manque. À ce point-là, Voilà. d'accord. Ah, vraiment. Je suis pas un fan de bière, mais la Cisque, c'est quelque chose. Une bière au malt. Malte serait bien sûr, connu pour- aussi. pour la faire. Attends, Comment pardon, j'ai pas entendu la blague. Je disais une bière au malt, mais fallait la faire. Ah, Nul, hein. Oui, mais la blague avait été faite au début. Oui, je sais, mais on remet une couche. Enfin bref. Pas de problème. un comique de répétition. Merci, Alphonse. Non, mais très bien, assez intéressant. Alors, donc, tu dis que tu as fait le tour de l'île en 15 jours, enfin, de même 3 îles. Donc, globalement, la bière, on a compris qu'elle était excellente. En termes de vie nocturne, il y a une grosse vie nocturne, j'imagine. Alors, il se trouve qu'il y en a une dans un certain quartier de la ville qui est assez réputé pour ça. Mais on a pu rentrer nulle part puisque mes potes étaient en tongs. D'accord. Quelle idée Voilà, aussi, on déjà, n'était de pas se très bien déplacer en préparé ville à en ce tongs. niveau-là. On n'était pas prêt pour vraiment la vie nocturne. On n'était pas bien sapé. Non, on a visité le quartier. De toute façon, ça doit être assez cher, je pense, la vie nocturne là-bas. Mhm. Et nous, on était plus en mode touriste normal. Mais il y a une bonne vie nocturne, mais dans un quartier qui est pas dans la Valette, qui est plutôt au nord.
D'accord. La Malte, il n'y a pas trop de vie nocturne. C'est au nord, il y a vraiment un endroit, c'est le coin des boîtes de nuit, etc. Après, il y a aussi les boat parties. Donc, il y a pas mal de Français qui nous avaient accosté pour nous proposer ce genre de choses, où ils font des genres de soirées semi-clandestines sur des bateaux. Voilà, mais on n'y a pas participé, ça nous intéressait pas. Nous, vraiment, on venait pour la culture et des choses plus intellectuelles, on va dire. Et d'ailleurs, justement, pour continuer dans cette thématique-là, est-ce que ça te semblait être un côté un peu familial aussi? Est-ce qu'il y a des zones plus familiales ou c'est vraiment une île qui te semble orientée business? C'est-à-dire, on a l'impression qu'ils ont fait une espèce de mégapole où tu travailles et tu Alors, fais la fête, quoi, et... je réfléchis, je me rappelle même pas avoir vu une école. Alors, il y en a Ah ouais, forcément, ouais. mais je suis passé à côté. Non, Mais t'as vu des familles avec des enfants ou... j'ai dû en voir, mais je me rappelle même pas. L'île n'est pas faite pour ça, j'ai l'impression. Ouais, mais c'était l'objet de ma question, justement. C'était de savoir, parce que c'est minuscule. Souvent, on entend que des youtubeurs très orientés business, Funel et tout ça, aiment bien faire un petit passage à Malte pendant un certain temps. Je vais discuter avec un mec qui avait dit qu'il y avait un côté même trop bruyant à Malte, presque. C'est possible. Mais j'ai jamais entendu de c'est une ville parfaite pour élever une famille. Et c'est voilà, c'est Ah, le jeu de mec. c'est même pas l'idée d'élever une famille là-bas qui me ferait peur, mais juste l'idée d'y vivre à l'année. Je trouve pas ça intéressant. Pour moi, c'est vraiment un petit caillou au milieu de la Méditerranée. Voilà, on l'a visité, mais mais parce qu'encore une fois, il y a pas de forêt. Moi, ça me fait, moi, je suis perdu. Cette île est trop petite pour moi. Mhm. Il y a pas assez. On se sent enfermé quelque part. Pour moi, la seule chose bien à Malte, c'est la CISC. Vraiment, j'insiste là-dessus. Après, si on gagne de l'argent, je pense le cadre fiscal est pas mal aussi. Mais sinon, non, vraiment, pour moi, c'est une destination touristique, c'est un lieu de vacances, c'est une île, C'est c'est une vraiment colonie de purement une zone vacances. touristique. Ouais, d'accord. C'est presque ce que je voulais dire. C'est limite une espèce de camp, un camp de vacances grande taille, quoi. Voilà. Alors on dira pas niveau parc d'attractions parce que je pense pas qu'il doit y avoir ce genre de choses. Mais après, tu as fait plusieurs îles. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres îles puisque t'en as foulé Alors, deux autres? il y a une île où il y a rien, mais je vais tout expliquer parce que l'île où il y a rien, c'était assez drôle. On avait réservé un catamaran pour 9 heures, je crois, et on a oublié de mettre un réveil, ou alors on l'a mis, il a pas sonné. Enfin bref, excuse classique. On était 3 personnes s'est réveillées, donc on était vraiment des gros lourdeaux. Donc on est arrivé en retard et le fameux catamaran qui devait nous emmener sur la 3e île la plus petite est parti sans nous devant nos yeux humides. Mhm. Voilà, donc Vitreux, on va dire plutôt, de la veille. Ouais, on était bien niqués. Et c'est là que je vois juste à côté un autre catamaran de la même marque. Donc je dis à mes 2 compères, les gars, suivez-moi, je vais tenter un truc, jouer le jeu. Je vais sur l'autre catamaran, je monte mes billets et ils me font c'est pas les bons billets. Et là, j'ai fait quelque chose, je mériterais un Oscar. J'ai sorti mon meilleur jeu d'acteur, j'étais effondré, je fais quoi? Mais je ne comprends pas. C'est un catamaran, il y a la marque à côté, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va pas être le bon catamaran? Oh là D'accord, là, le le grand touriste jeu. de base, quoi. Le touriste Ah, de mais base du insupportable. théâtre. Du Ouais. théâtre. Et non, j'étais très supportable. J'ai vraiment été, oh, pardon, mais en fait, j'ai raté le bon. Quoi? Cantange, j'ai raté le bon Qu'acoustiquage. catamaran qui est parti tout à l'heure. Mais c'est pas possible, on est là depuis 9 heures, enfin non, même avant 9 heures, et on savait pas que c'était celui-là, on pensait que c'était celui-là, et juste comme il était encore là, on est monté, enfin bref. Super, les mecs nous ont laissé monter, et finalement on a pu faire la même aventure que ce qui était prévu, donc on a pu aller sur la petite île. Y a rien dessus, hein, c'est juste des criques et des plages, et voilà. En fait, les bateaux arrivent, ils posent les touristes dessus, ils les ramassent le soir, et puis ciao, c'est comme ça que ça se Mais passe. qu'est-ce qu'ils font alors pendant la journée? Ils vont juste se baigner? Il n'y a même pas Ah, c'est tout, il y a rien Il à n'y a faire. pas une faune à observer? Ah non, là pour le coup, Non, c'est enfin voilà, sur Malte, il y a des buissons. Sur la 2e île qui s'appelle Gozo, il y a pareil, il y a un peu de broussailles, il y a un peu de vert, mais bon, pas beaucoup. Et là, cette 3e île, je vais retrouver le nom, il n'y a rien, elle est virtuellement inhabitable. Il y a Ouais. 3 boutiques, des plages, et puis c'est tout. Ok. Elle s'appelle Comino, si je me trompe pas. Et on y est resté même pas une après-midi. Voilà, on était sur le catamaran, on a fait les criques. Sinon, après, voilà, comme je disais, on avait fait 2 jours à Gozo.
Donc Gozo, c'est un peu la même chose que Malte. Voilà, il y a une forteresse en plein milieu et puis c'est tout. Et le bilan, alors finalement, parce que là tu expliques, et en fait j'ai l'impression que ton histoire t'en as vite fait le tour, comme Lille, quoi. Oui. Alors, au final, qui pourrait être intéressé, enfin, quel profil peut aller de manière touristique à Malte? À qui tu recommandes d'aller à Malte? Eh bien, je recommande d'aller à Malte aux personnes qui ont envie de voir qu'est-ce que c'est un pays atypique de culture chrétienne slash européenne, entre gros guillemets, sur un terrain totalement désertique au milieu de la Méditerranée. C'est-à-dire que ça crée vraiment un environnement très singulier et une ambiance très singulière. C'est réellement quelque chose de particulier, un autre monde. Et voilà, j'ai envie Mais voilà, au moins sur les l'île gens principale, c'est beau. Tu semblerais en dire fait, ce que je dois dire, l'architecture. c'est que j'ai fait pas mal de villes, j'ai fait Rome, etc. Et que réellement, en termes de condensé de culture, Malte rivalise avec tout ça. D'accord. D'ailleurs, c'est une île qui a servi à filmer beaucoup de grosses productions à gros budget, du genre Gladiator 3, Da Vinci Code, Game of Thrones, tout ça. Parce que il y a vraiment, voilà, il y a des forts partout, il y a des églises partout. On se croirait dans un film. Un condensé de culture, un condensé de fortification, un condensé de vieilles pierres. Pour ceux qui aiment bien la vieille pierre, allez-y. C'est châteaux et tout l'occasion ça. de visiter plein de choses d'un coup. Ok. Il y a même de la très très vieille pierre. Parce que sur la deuxième île de Gozo, il y a un site préhistorique avec l'une des plus vieilles maisons en pierre qui soit. Et on y retrouve un musée des chevaliers de l'ordre de Malte ou pas? Alors, pour ce qui est des musées, on n'a pas fait énormément de musées. Il y a beaucoup la culture à la Valette, tu sais que dans les boutiques, on peut acheter sa petite figurine de croisée. Il y a ce genre de choses. Donc il y a cette culture de la croisade, on va dire. Ouais, mais enfin bon, ils te vendent des figurines des chevaliers de l'ordre de Malte, mais t'as pas de musée là-dessus alors. Il y en a il y en a sûrement, c'est un juste que je les ai pas fait. dans le grand fort à la Valette, peut-être que Batou, tu l'as vu, il y a un énorme fort, et c'est même... Mais la parce que Valette, c'est un grand fort. Ah bah voilà, bah c'est dans ce truc-là. La alors. ville est entourée de murs. Non mais à un moment, il y a un truc où il y a des canons et tout. Et ça, c'était le QG des Chevaliers de Malte, qui étaient des genres de moines. Ensuite, quand ils ont eu un peu moins de fric, ils sont devenus pirates, ce qui est une histoire assez épique aussi. D'ailleurs, il y avait un grand maître qui s'appelait Philippe de Villiers, mais c'est pas le même que le nôtre. Mais bon, pas grave. C'est lui qui est arrivé à Malte, en fait. Mais il y a en fait, Ok. c'est encore, ça existe encore. Je veux dire, c'est considéré comme plus ou moins un pays. Genre, ils ont un siège. Alors, je sais pas si c'est à l'ONU ou quoi. Ils ont des représentations diplomatiques et leur siège est encore à Malte. Enfin, je crois à Malte ou à Rome, et ils ont un énorme musée, je pense. J'irais bien voir un jour, mais bon, il fait peut-être un peu chaud, quoi, là-bas. Mais alors, Malte, 15 jours, c'est suffisant? Il faut finalement qu'une semaine, ça devrait être bon ou... Une semaine, c'est bon, si vous Voilà. êtes très actif. Ça dépend si vous voulez tout faire, mais je pense une semaine, ça suffit. Ouais. Ensuite, sinon, vous pouvez vous contenter de mon résumé. C'est très bien aussi. Quelque part, je vous ai fait voyager. Fermez les yeux, écoutez Baptiste, et Voilà, ça peut et vous voyager suffire. sur Malte. Ok, ben, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose alors sur cet archipel? L'archipel. Oui, enfin, il y a Vas-y. pas mal de choses que j'ai pas eu trop le temps de détailler, mais du coup, comme j'ai dit, j'ai pas pu faire les musées. J'ai fait d'autres musées, mais j'ai pas fait le musée des Chevaliers de l'Ordre de Malte. Mais j'ai fait des musées d'art, j'ai fait vraiment, il y avait un bon condensé de culture. C'était voilà une bonne aventure touristique globalement, je dirais, intense. D'accord. Et Duchassis, toi, tu y es allé à Malte? Non, pas du tout. D'accord. Et là, est-ce que tu as été convaincu par Baptiste? Ah, je sais pas. Ni plus ni moins. Ouais, comme ci, comme ça. Ni plus ni moins. Alphonse a quand même envie. Mais toi, tu y allais ou pas, Alphonse, à Malte? J'ai lu la page Wikipédia. D'accord. part, Et c'est puis tu as pareil. écouté Baptiste. Du coup, tu as fermé les yeux et tu as voyagé. Et j'ai lu l'histoire épique des Chevaliers de Malte. Enfin, épique, on se calme, mais c'est quand même pas trop mal. D'accord. Ce sera pour une prochaine chronique. Ok, Baptiste. Et une dernière chose alors sur Malte? En fait, moi, je dirais que la meilleure surprise, c'était vraiment le sentiment de se trouver à Jérusalem, telle qu'elle était fantasmée par les croisés. C'est-à-dire que c'est réellement, pour moi, c'était une Jérusalem chrétienne qui a réussi, Malte. D'accord. C'est chrétien Et ou c'est- orthodoxe C'est en ça que c'est exceptionnel. Ah non, c'est C'est- catho. Catholique. C'est catholique. Ok.
Mais en fait, le plus important, c'est que les Maltais, c'est un peuple sémitique, je crois. La langue, en tout cas, c'est vraiment une langue sémitique. Donc, ça doit être quand même plus proche en termes de paysage de la Tunisie. C'est juste que dessus, t'as que des bâtiments chrétiens, quoi. À 93% catholique. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le Maghreb. Bah, Malte a un peu dirigé la Méditerranée pendant longtemps aussi. Hein. Oui, C'était un peu les tauliers. Donc ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, quelque part. C'est vraiment une... c'est ça, c'est unique. quelque chose de très singulier. Et moi, je me croyais à Jérusalem, avec les églises, le climat, etc. Vraiment, c'était Ouais, climat... la ville sainte. Ouais, toi, tu y Bah, allais très en chaud. été. Est-ce que c'est... Ouais, chaleur écrasante. Bah, moi, j'y suis allé en été, je suis allé en été, mais après, je viens du sud de la France et j'ai un peu l'habitude de crever de chaud. Et mes potes, pareil, donc voilà, on a subi. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste, pour cette chronique de visite de Malte. Hein. On a fermé les yeux, on y était. On était avec toi lors du larcin du catamaran. On était à tes côtés. On te voyait... Le détournement du catamaran, le hijack. On te voyait cabotiner pour récupérer un catamaran qui n'était pas à toi. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce comptoir numéro 5. Est-ce que vous avez un mot final, peut-être le petit nouveau du châssis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est tout pour moi. Ok. En tout cas, merci à toi d'avoir passé l'épreuve de la première chronique et on espère te revoir dans d'autres chroniques scientifiques. Est-ce que, Alphonse, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je voulais parler de la blague de Duchessis qui a été coupée au montage. Petit malin. Ça aussi, ce sera coupé au montage. Non, ce sera un bonus, c'est pour les braves. C'est pour les braves. C'est pour teaser les certifié. gens comme ça, parce que les gens qui payent sur le Patreon en fait peuvent assister au tournoi. Voilà, exactement. Donc, en fait, on tourne dans un vrai Vous pouvez comptoir. assister, ouais. Il y a des gens qui jouent au billard derrière. Là, on a un whisky. Toi, Ambrose, tu as pris un Sex on the Beach. Oui, je crois. Plutôt un old fashion. Ah, je sais pas ce que tu bois. Très bien. Tu vois. Ben non, c'est tout. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, en tout cas, Alphonse. Merci à toi. Et Baptiste, un dernier mot. Prenez soin de vous. On essaye, on tâche d'essayer. Effectivement, on a envie de dire prenez soin de vous, les amis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce comptoir numéro 5. On rappelle que vous pouvez vous renseigner sur Les Braves, www.lesbraves.org. Vous pouvez nous suivre sur Telegram à t.me/lesbraves, pluriel toujours, et vous abonner en tout cas à la chaîne YouTube qui est youtube.com/lesbraves. Partagez, likez l'émission, comme on le dit à chaque fois. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous soutenir maintenant sur www.lesbraves.org/soutien. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup pour cette émission sympathique. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.